Katia Banworth me dit « Salut Pierre, comment expliques-tu la fin de saison de Monaco ?» Le problème, c'est que visiblement les langues commencent à se délier, qu'il y a des joueurs qui sortent, des joueurs qui sont pas sérieux, pas vraiment de gros voire graves problèmes en interne, et un entraîneur qui m'a toujours eu l'air d'être un peu là en touriste. D'ailleurs, il a été viré hier soir et j'ai pas vu encore un message d'un joueur monégasque pour lui rendre hommage. Donc c'était bien la peine de se liguer pour faire virer Kovac, qui était à mon sens bien meilleur. Voilà, c'est un club qui... alors je sais bien qu'il n'y a jamais eu grand monde au Stade Louis II, mais j'ai l'impression que chaque saison, il y a encore moins de monde qu'avant. Et ce club est quand même assez problématique, parce que je pense qu'ils vont vendre des joueurs. Et par qui vont-ils les remplacer? C'est tout le problème. Alors, Sacha MCFC me dit « Quel est ton niveau de hype pour la prochaine Ligue des Champions, Lens, Newcastle, Berlin? Es-tu optimiste pour les années à suivre d'Arsenal? Était-ce leur seule chance d'avoir la première ligue cette année ?» Si Arsenal a calé, c'est aussi parce que c'est très dur et que voilà, et que physiquement et au niveau de l'effectif, Manchester City est beaucoup plus costaud. Donc le titre de Manchester City est très logique, parce que c'est une équipe qui a quand même performé tout au long de la saison, même si Arsenal, faut aussi pas être trop exigeant avec Arsenal, hein. Arsenal fait son retour en Ligue des Champions depuis plusieurs saisons. Voilà. Quant à la question sur la hype pour la Lens, Newcastle, Berlin, voilà. C'est des débutants. On sait très bien que c'est pas une compète pour les débutants, que il y a que les grands clubs qui arrivent au sommet de cette compète. Mais bon, dans le tas, il y en a bien un qui va arriver à performer et peut-être pouvoir se requalifier. L'important, c'est d'être en Ligue des Champions tous les ans. Il y a comme ça qu'on progresse. Erwan me dit « Content du maintien du FC Nantes en Ligue 1 ? Point d'interrogation. Oui. Malgré une saison très éprouvante pour les supporters et de fortes émotions avec l'Europa League, la Coupe de France et le maintien de cette journée, cette saison pour nous en va les deux. » Oui, c'est sûr que il est évident que si Nantes s'est retrouvé dans une situation aussi dramatique sur les derniers matchs, c'est parce que il y a eu cette qualification pour les matchs à élimination directe en Europa League, 2 matchs contre la Juve qui évidemment prennent à la fois beaucoup d'énergie sur le plan physique et sur le plan psychologique, puis après une nouvelle fois une finale de Coupe de France. Il est évident que Nantes n'avait pas l'effectif pour mener tout ça à bien et que ça a plombé le championnat de façon plus ou moins inconsciente et involontaire. Donc voilà, c'est maintenant j'espère que les leçons auront été retenues. Avec Valdemar Kita, je me demande si c'est pas un vœu pieux. On verra, mais bon. Habitant à La Baule, je suis plutôt content que le club le plus proche géographiquement de chez moi soit en Ligue 1. Pareja Jean-François me dit « Comment les supporters du PSG peuvent oser siffler Messi, trop footix, trop jeune, trop inculte en foot, ou simplement trop con ?» Un peu des quatre. Après, comme je le dis, Messi non plus n'a rien fait pour être aimé. D'abord parce qu'il a fait quand même extrêmement peu d'efforts sur le terrain. Il a toujours eu cette attitude, mais bon, en même temps, il a toujours été comme ça. Il était comme ça au Barça aussi, sauf que le Barça, tout était construit autour de lui et que à la fois il y avait une dévotion pour lui et que tout le monde acceptait de courir pour lui, ce qui n'était pas le cas à Paris, où déjà les joueurs ont du mal à courir pour eux-mêmes. Après, quand tu as la chance d'avoir un joueur qui a été 7 fois Ballon d'Or, qui a été pour beaucoup le plus grand joueur de l'histoire dans ton équipe, même si t'as
et pu, je le comprends, être déçu du mariage pendant 2 ans, tu lui réserves un au revoir un peu plus classe. Alors, Sébastien Bailly me dit « Bonjour Pierre, comment expliquer le fiasco français à Roland-Garros? C'est de pire en pire. » Bon, de pire en pire, je sais pas, hein. C'est malheureusement extrêmement habituel. Le problème, c'est que nos joueurs sont tellement mal classés qu'ils se retrouvent tous avec des premiers tours très compliqués. Arthur Fils, qui me semble être quand même un joueur assez prometteur, avait un premier tour trop dur pour son jeune âge. Lucas Van Hache a passé un tour, mais pareil, après, derrière, c'est trop dur, quoi. Il faut qu'il monte au classement pour avoir des premiers tours un petit peu plus aisés. Après, bon, qu'attendre. Bon, après, il y a eu pas mal de matchs entre Français. C'est-à-dire que on peut pas reprocher à Gasquet d'avoir perdu contre Rinderknecht. Et puis Gasquet, il a 37 ans, mon fils a 36 ans, donc voilà. Bon, vous doutez bien qu'ils n'allaient pas aller en deuxième semaine. Donc mon fils, il a quasiment pas joué depuis 1 an. Le problème, c'est le manque de relève. Et j'irai plus loin, le manque de style de jeu, quoi. C'est-à-dire que tous les joueurs français qui arrivent, c'est tous pareil, quoi. Revers à 2 mains, gros coup droit, petit service. Voilà, je trouve ça un petit peu triste d'avoir un pays où il y a autant de licenciés et où on est censé quand même plutôt pas mal travailler et qui est pas de talent naturel qui arrive à rééclore. C'est peut-être aussi je pense ça très sincèrement, qu'on demande trop aux jeunes d'avoir des résultats. Je rappelle que Sampras était 7e junior aux États-Unis. Elias Recham me dit « Reverra-t-on des interviews dans Face à Pierrot ?» Alors Elias, quand je faisais les interviews, j'étais sur contrat avec une boîte qui s'appelait Reworld, qui me payait donc pour ma plateforme et pour mes vidéos. C'est-à-dire me payer, ça veut dire me payer déjà moi, et puis payer les déplacements, le matériel qui leur appartenait, plus mon caméraman, voilà. Aujourd'hui, je fais ça sans aucune ressource, sans aucun revenu, puisque je verse l'intégralité des revenus, faibles revenus de YouTube, à mon collaborateur qui les met en ligne, parce que moi je suis bien incapable de faire ça. Donc j'ai pas de budget pour faire des interviews. Alors voilà, je vais peut-être essayer de voir s'il y a moyen d'en faire à distance en vidéo. Ce sera un de mes axes de travail pour la saison prochaine. Mais c'est vrai que j'aimerais bien refaire des interviews, mais voilà. Pas de sous. Nicolas Bénard, crois-tu que cette année, Ineos pourrait vouloir se désengager vu le niveau et l'atmosphère autour de l'OGC Nice? Ou alors au contraire, l'actionnaire est capable d'injecter un gros paquet de blé pour passer à vitesse supérieure? Je dirais que ça dépend aussi de l'aboutissement des négos sur le rachat de Manchester United. Et je ne vois pas si Ineos venait à devenir le propriétaire de Manchester United, comment l'OGC Nice ne serait pas une victime collatérale de ce rachat. Parce que l'argent c'est pas extensible, même pour une boîte comme ça, et que à mon avis l'essentiel des ressources serait consacré à Manchester. Pour l'instant, depuis qu'Ineos est à Nice, il se passe quasiment rien. On paye très cher des joueurs qui n'apportent aucune plus-value à l'équipe. Donc c'est pour l'instant effectivement extrêmement décevant. Moi je pensais que l'arrivée de Jean-Claude Blanc au club donnerait un nouvel élan au projet. Pour l'instant je ne vois rien venir et j'espère me tromper. Anatole du 49 me dit « Avez-vous déjà rencontré Omar Da Fonseca et si oui, avez-vous de bons rapports ?» Oui. Enfin, évidemment, on se connaît.
On s'est vu à de nombreuses reprises. C'est un garçon qui est dans la vie exactement comme il est à l'antenne, jovial, exubérant. Voilà. J'ai rien de désagréable à dire au sujet d'Omar. Et enfin, question de Manu B. Ça, c'est une question de ces questions. Les incidents de Bordeaux, de Nîmes, l'envahissement du terrain trop tôt au Havre, plus les incidents lors de Ajaccio-Marseille, avec notamment l'affaire du petit Enzo. Quel est ton regard sur tout ça? C'est toujours cette expression horrible, il faudra qu'il y ait un mort pour que on prenne le taureau par les cornes, mais c'est exactement ça, quoi. Ok, le mec de Bordeaux qui a poussé le joueur de Rodez, il l'a poussé, mais il lui aurait mis un coup de couteau, un coup de poing américain, ça aurait été exactement la même. Ce qui explique d'ailleurs la gravité du geste. Le Havre, on est vraiment, dit-on en dessous, il y a eu un coup de sifflet dans les tribunes, les gens ont pensé que c'était fini, ils étaient à leur joie, il n'y a pas de quoi en faire une map monde. À Nîmes, ce sont les forces de police qui ont mis des bombes lacrymo, mais bon, la situation à Nîmes, elle est terrible depuis maintenant très très longtemps. Et puis il y a Ajaccio-Marseille, mais il est déjà absolument scandaleux qu'il y ait eu des incidents la veille. Je veux dire, je dis bien si encore, Ajaccio avait joué sa peau sur ce dernier match, ou Marseille une place pour le titre ou pour la deuxième place, j'aurais pu comprendre qu'il y ait une forme de tension, sans l'accepter, mais qu'il y ait une forme de tension. Là, c'était un match merguez. On s'en avait rien à carrer de ce qui se passait. D'ailleurs, les Marseillais l'ont prouvé, puisqu'ils ont perdu, tout le monde s'en fout. Après, le petit Enzo, là, qui a vu son père attaqué par des crétins dans une loge, circonstance aggravante, sachant que le gamin qui est malade avait été invité par Air Corsica et par le club à être en loge. On est aux confins de la bêtise. Bon, je me garderais bien de faire ça une analogie entre ça et les problèmes récurrents de sécurité et de discipline du football corse, mais bon, force est de constater que il y a des endroits où ça se passe, il y a des endroits où ça se passe pas. Encore une fois, c'est à la Ligue de sévir, mais je veux dire, depuis que les incidents de Nice-Marseille ont été réprimés par une petite tape sur les mains, voilà, ça va de mal en pis et c'est extrêmement inquiétant. Et j'en profite d'ailleurs pour tirer mon chapeau au public de Geoffroy Guichard qui, pour un dernier match sans intérêt aussi, ils étaient 42 000, ils ont fait la fête. Eux, ils ont payé cher leur comportement. J'ai l'impression qu'ils ont compris. Et voilà, c'est bien pour les Verts de pouvoir de nouveau compter sur un vrai public. Voilà. Un petit pouce bleu si ça vous a plu, on s'abonne. Et puis à mercredi pour mon équipe B, à jeudi pour mon équipe A. Bye bye.